Vous avez une belle occasion, achetez partout. Mais Ouais. ça reste que plus près de l'île de Montréal, mieux que ça va être. Oui. Vous pouvez aller acheter à Saint-Liboire, à Drummondville, puis des endroits où, à Farnham, si vous voulez, où c'est relativement loin. Ouais. Mais vous êtes trop loin. Partout où il va y avoir du terrain que c'est possible de pouvoir développer, votre valeur elle risque de stagner parce que le contracteur neuf va être capable de pouvoir vendre moins cher que Exactement. votre usager. C'est ça. Sur l'île de Montréal, on ne peut pas faire de la construction neuve. Donc, automatiquement, votre propriété n'a pas le choix de lever. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et peut-être qu'en 2020, vous vous dites « Ah, je vais investir en immobilier » ou continuer vos investissements immobiliers actuels et vous vous demandez si le marché montréalais pourrait faire partie de votre portefeuille ou devrait continuer à faire partie de votre portefeuille. Et pour nous en parler, je reçois aujourd'hui un investisseur immobilier qui a de l'expérience depuis plus de 15 ans dans le marché montréalais, mon ami Xavier Grelier. Comment ça va, Xavier? Super, Charles, toujours un plaisir d'être avec toi. Merci d'être venu aujourd'hui partager ton expérience, tes opinions. Aujourd'hui, on va partager beaucoup de statistiques. Hein. Tu nous as emmené de l'information pour pouvoir aider les gens à prendre des décisions basées sur des choses objectives. On entend beaucoup de choses dans les médias sociaux, dans le domaine financier en général, mais je pense que les stats que tu vas nous parler vont vraiment aider les gens à s'orienter dans leurs décisions financières. Exactement, donc ça tombe super bien parce que décembre dernier, j'ai participé à une formation, plutôt c'est une conférence sur le marché locatif pour 2019 et les perspectives à long terme. Le marché est très florissant pour toute la période locative. Donc, ça veut dire que si toutefois on achète une propriété dans un but locatif pour les 10 prochaines années, ça risque d'être malade. Donc, on s'entend que... C'est excitant, ça? Oui, ça vaut la peine d'investir. Dans les faits, un des principaux points, c'est le niveau immigration. On parle à peu près qu'il y a eu 55 000 nouveaux immigrants qui sont rentrés en 2019. Quand même. Donc, c'est sûr que ça crée de la demande. Sur ce 55 000-là, c'est principalement Montréal? Oui, évidemment, quand Montréal, c'est la porte d'entrée au niveau de l'immigration. Donc, automatiquement, les gens restent sur l'île. Après ça, si toutefois, au niveau des prix ou autres, marché de l'emploi change, ils vont sortir de l'île. Actuellement, tout en périphérie, c'est excellent, mais si on se concentre vraiment sur l'île de Montréal, l'immigration, c'est la porte d'entrée. Donc, à 55 000 en 2019, on parle de 40 000 nouvelles personnes ou naissances, si vous voulez, par année pour les prochaines années. Donc, évidemment, la population croît énormément. Sur l'île de Montréal, les complexités qu'on a, c'est qu'on a des limitations de hauteur, de densité de construction. Avec le Mont-Royal, comme on voit en arrière. Exactement. Si on peut regarder, on a quelques tours. Qui se sont distingués. C'est ça. On en a peut-être une quinzaine où on a vraiment une belle hauteur, mais toutes les autres constructions, c'est limité à du 11 ou du 15 étages. Donc, mais souvent, c'est du commercial. C'est comme ça, c'est du commercial, résidentiel. Mais la plupart des grosses tours, c'est du commercial. Fait que ça n'aide pas le marché résidentiel. C'est ça, de ce qu'on parle en ce moment. Donc, le contracteur n'est pas capable de pouvoir subvenir à la demande. Puis actuellement, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, un contracteur, disons, si je prends Prével, ça pouvait lui prendre à peu près 8 mois pour pouvoir construire une propriété. Maintenant, on est au minimum à peu près en 2 ans. C'est vrai, c'est quand même long maintenant. Le contracteur, dites-vous une chose, c'est que s'il vient acheter un terrain à une surprime, parce que présentement, il n'y a plus de terrain non plus sur l'île de Montréal, donc un terrain à 2 millions, s'il paye en surprime à 5 millions, puis il doit s'asseoir dessus pendant 2 ans, dites-vous que le coût de construction pour lui est plus lourd, il y a un risque plus élevé, donc évidemment, ses prix, il risque de les vendre plus cher, qui va garder quand même le prix de l'unité usagée à un prix à augmenter aussi avec une tendance haussière. Donc, présentement, on a un super beau condo. Tu as vu les prix au pied carré, ça a explosé, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pensais que j'avais payé cher, mais quand je regarde d'autres projets, je suis comme « Wow! Les prix sont fous! » Mais à chaque fois qu'on achète, c'est toujours cher. Puis après 2 ans, on dit « Wow, on a fait une bonne affaire. » Mais ça, c'est la réalité. Donc, au niveau de la densité, on s'entend qu'on a des limitations en termes de construction, limitations de pouvoir convenir au marché, dans le fond, à la demande. Et évidemment, les prix présentement sont en train de s'enflammer. Vous avez dû lire les articles, la presse et autres. C'est le bordel, la folie furieuse. On se bat pour essayer d'obtenir une propriété. C'est même pas une question de prix. On va payer plus cher que le prix, puis on ne l'aura pas. Donc, on dit, le marché de Toronto, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je n'y étais pas, mais on a tout entendu parler que quand le marché à Toronto s'est enflammé, bien évidemment, on pense que Montréal va venir quand même pareil. Puis je pense qu'on n'est pas encore sur le moment où ça va décliner dans la prochaine année, avec des taux d'emploi là, qui sont inégalés, où on a de la misère même à trouver de la main-d'œuvre.
Alors, dites-vous que le marché... Au Québec, ça va bien, on va se dire ces temps-ci. Ça va très bien. Par rapport au reste du Canada, on a probablement une des provinces les plus en forme économiquement. Exactement. Puis non seulement avec immigration, investisseurs, immigration, parce qu'on s'entend investisseurs puis immigrants, c'est vraiment pas pareil. Si on regarde dans le secteur de Montréal-Centre, on parle que l'immigration, c'est investisseurs plutôt, les investisseurs qui vont acheter, on va parler, disons, asiatiques, qui sont très dans le centre-ville. C'est à peu près 2 % du marché, c'est rien. Alors, les gens ils disent, ils font tout grimper notre prix. Ils font rien grimper, ils sont 2 % du marché. Mais le marché en soi est très intéressant pour que ce soit les gens de Toronto qui achètent chez nous, que ce soit les gens de Vancouver, que ce soit les Montréalais les Français, qui achètent. Les Américains. Le marché, il est excellent. Un autre point qui est bien quand même d'envisager, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vendre leur propriété. On va, disons, parler d'une personne de baby boomers, un petit peu plus âgée. Les gens près de la retraite. Exactement, 65 ans. On sait que, disons, ici au Québec, là, on a eu comme un petit boom gouvernemental qui a poussé les baby boomers à faire des enfants. Donc, nos parents, de notre âge, de notre génération, ils ont à peu près tous 65 ans, 70 ans. Ils veulent vendre leur maison, ils ne veulent plus rien entretenir, ils veulent un produit simple et léger. Exactement, mais ils veulent du haut de gamme parce qu'ils sont habitués à du cocooning. Donc, ce qui crée en réalité un beau marché pour les investisseurs, pour du locatif. Puis cette clientèle-là est stable. Donc, ça veut dire que pour les constructions neuves qui veulent vendre leurs produits, ils ont une super belle clientèle, que ça soit du 65 ans et plus, d'acheter des tours à 65 ans et plus, puis louer à cette clientèle-là, comme on fait déjà présentement en Floride. C'est super intéressant. Puis, donc, le marché locatif, il est très, très, très en demande à cause des personnes âgées et excessivement en demande à cause de l'immigration, excessivement en demande par les jeunes étudiants qui veulent un stand-up qualité de vie puis qui n'ont pas l'argent pour acheter des propriétés à 500 000. Donc, le marché locatif est très bon. Donc, en réalité, pour résumer tout ce que je vous disais tout à l'heure, les 10 prochaines années vont être très bons. En plus, le taux d'inoccupation que j'expliquais est très, très bas. Donc, ça nous amène des effets à augmenter les prix de loyer. Là, par contre, là, les personnes qui s'en vont à la retraite, ils n'auront pas aimé que tu dises personnes âgées. Fait que là, on va dire... Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que souvent, on pense que, bon, centre-ville, des tours à condos qui sont quand même des petites unités, ça va être vraiment pour des jeunes professionnels, des étudiants. Mais c'est vrai que les gens qui s'en vont à la retraite, qui n'ont plus d'enfants, peuvent avoir vraiment une petite unité comme ça, puis être super confortable, avoir tous les services à proximité, accès, dans le fond, à la culture aussi, au spectacle, des restaurants, tout est proche et à un coût qui est quand même raisonnable pour les services qu'on a dans des tours comme ici ou comme autour. Là. À Montréal, c'est des communautés. Exact. Donc, Prével, justement, expliquait, puis c'est un marché qu'on a vu avec les tours Les Louniers, dans le secteur Griffintown, même dans le centre-ville, Ville-Marie, que ce soit l'altitude, Tour des Canadiens, tous des produits haut de gamme. On va retrouver gym, on va retrouver piscine, on va retrouver salle communautaire, on va même avoir sur l'altitude... C'est un hôtel. Des gars, exactement. Mais eux, ils ont créé un environnement où, à l'intérieur du parc immobilier ou, disons, de la tour à condo, des projets. On va rencontrer nos voisins. Exact. On va échanger avec eux. On va se faire une chum, une blonde. On va s'organiser de rencontrer leurs amis. On va être sur la terrasse, sur le toit avec tout le monde. Donc, ça crée une communauté qu'avant, ce service-là, on ne voulait pas payer des frais de copropriété plus élevés pour avoir trop de services. Puis, tranquillement, à l'instaurant, les gens sont habitués. Donc, avoir un endroit bien localisé près des artères principales où on peut tout retrouver à pied ou avoir une tour à condo où on a tous les services, bien... C'est un plus. C'est un plus que moi, je n'aurais pas dit que c'était un plus il y a peut-être 2-3 ans, mais maintenant, je considère que oui, c'est un plus. Parce les gens recherchent ça. Pour le propriétaire, c'est un plus. Pour le locataire, c'est un plus. Puis, on est tellement occupé, on est une génération... qu'on est trop occupé. On a de la misère à rejoindre tous les bouts, juste aller au gym, juste aller faire l'épicerie, juste faire le ménage, on manque de temps. Ça devient un défi. Ben, si on est capable de pouvoir aller au gym dans le même immeuble, dans la piscine ou un 5-10 minutes, c'est un plus. Puis même là, il y en a qui ne vont pas pareil. Non, mais c'est ça. Sérieusement, je suis allé cette semaine dans une tour à condo. C'est la première fois que le gym, il y avait au moins 4 personnes dedans. Généralement, il n'y a jamais personne. Non, c'est ça, il n'y a jamais personne. Fait que souvent, les gens communes, quand on prend le temps de les utiliser, ça devient vraiment comme si tu étais chez toi parce que tu rencontres quasiment jamais personne au gym. Mais là, on parle de condo beaucoup. Moi, j'ai des membres qui m'ont parlé justement unifamilial ou condo. Qu'est-ce qui fait le plus de valeur? Parce que c'est vrai, des condos, ça pousse partout. Tandis que des maisons, des unifamiliales, il n'y en a pas beaucoup qui se construisent ou pas parce que ça coûte tellement cher. On parle d'aller à Outremont, Westmount, des places comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as des statistiques à nous donner sur l'appréciation justement de ces valeurs-là dans les dernières années? OK. Vu là 2-3 ans, les copropriétés
c'était mort. OK? Même là, c'est ça, 2-3 ans. On a de la misère à vendre des reprises de finances là, à 200 000 ou 250, 300 000. Ça ne se vendait pas. Les gens avaient peur des condos et tout ça. Là, le marché il a augmenté parce que justement, les gens voulaient davantage avoir du haut de gamme. Donc, au lieu de louer un appartement dans un immeuble de 1930, mais ils sont plus allés dans le condo. Donc, le marché du condo a pris beaucoup de regains, puis les investisseurs achètent beaucoup, justement, des condos pour louer, plus facile de gestion. Donc, le marché de la copropriété, présentement, a le vent dans les voiles par rapport à l'unifamilial. L'unifamilial, le point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Donc, c'est sûr que l'offre et la demande, le prix va être aussi. Pourquoi? Parce que, disons, par exemple, je vais prendre un terrain, je vais être capable de pouvoir lever 15 étages. Bien, c'est pas si pire pour vendre des condos, mais une maison, ton terrain, il faut. Puis, disons, si je prends dans le secteur du plateau Mont-Royal, on a une coquille à 650-700 000. Une coquille, là, c'est une maison qu'on strip au complet, puis on a uniquement le terrain. Donc, tu essaieras de trouver un terrain à 700, il n'y en a pas. Donc, il faut que tu achètes la maison avec. Donc, c'est 650-700. Tu la rénoves. Tu mets à peu près un 200-250 000, ça devient une propriété entre 1 million et 1,2 million. Tu pourras en acheter une à 1 million toute faite, mais elle ne te conviendra pas parce que ça ne sera peut-être pas tes rénovations. Donc, finalement, tu vas l'acheter 700 000, on va rénover, puis on va augmenter un petit peu sa valeur. Donc, une propriété dans le secteur de Montréal, prix moyen, l'unifamilial, c'est à peu près 530 000. OK, en 2019. OK, donc, puis avec une croissance à peu près de 6 à 7 par année. Dans le secteur du plateau, on a une coquille pour 700 000. Donc, ça veut dire qu'on est plus de l'ordre à peu près de 980 à 1 million cuc. Après ça, tout dépendamment des secteurs, je me mets dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, je vais pouvoir trouver une maison à peu près à du 275 325 000. Je me mets dans le secteur de Montréal-Nord, entre 325 375 jusqu'à de pouvoir trouver une propriété. La question, c'est entre le condo et la maison, si par exemple on regarde pour un achat personnel, ben, la maison est super intéressante quand on a les reins solides puis qu'on a un budget à mettre un 600 000. Parce qu'à 530 000, c'est pas une maison qui est rénovée. Non, c'est ça, exact. Alors que si, disons, je prends une propriété à 500 000, c'est 2 500 $ par mois. Ben, entre 2 500 $ par mois, ben, je peux avoir peut-être un duplex ou un triplex, puis qui me permettrait peut-être d'avoir une valeur de 800 000 sur mon immeuble avec du remboursement capital par les locataires. Puis moi, de mon côté, ça va me coûter exactement le même montant. Puis je vais avoir un terrain, je vais avoir ma cour, je vais peut-être avoir un sous-sol. C'est ça. Si on y va vraiment au niveau de l'investissement, c'est plus ça que je pense qu'on parle aujourd'hui, mais quelqu'un qui cherche à faire un investissement immobilier à Montréal aurait plus intérêt à aller chercher que 2 petites unités qui ont un ratio de coût versus revenu plus intéressant qu'un unifamilial. C'est ce que je comprends que tu moi, dans les faits, c'est si j'achète pour moi, je vais acheter un immeuble à revenu. Mon argent est fait, je veux de la tranquillité, je vais m'acheter de l'unifamilial. C'est ça. OK? Si je sors de l'île de Montréal, achetez ce que vous voulez. Vous pouvez acheter n'importe quoi. Sortez de l'île de Montréal, puis après ça, vous voulez revenir sur l'île, vous allez acheter juste un condo parce que vous allez juste avoir le moyen de pouvoir vous racheter un condo. Donc, ça, c'est un point. Pour le reste, après, à titre d'investissement, une maison, je considère que c'est pas un investissement dans un cas qu'il n'y a aucune récupération que vous êtes capable de pouvoir faire, outre qu'il y a l'inflation à long terme. Le coût de location de la maison versus le coût d'achat n'est pas très intéressant. Ben, si, par exemple, je prends sur le plateau une maison à 900 000, puis ça me coûte à peu près 5 000 $ par mois, puis j'achète un condo à 300 000, puis ça me coûte à peu près 2 000 $ par mois, on s'entend que je risque d'avoir plus de facilité à pouvoir louer mon petit condo à 2 000 $ par mois qu'à 4 à 5 000 $ par mois. Donc, c'est là où la valeur entre acheter une maison à 900 000 ou acheter 3 condos, je vais préférer diversifier et acheter 3 condos. Donc, la même chose dans les placements que tu vas proposer. Oui, absolument. On va essayer de diversifier le plus possible, d'avoir un meilleur taux ratio investissement. Regarde bien ça. Les stats, là, sont quand même pas pires. Oui, c'est ça. Parle-nous des stats. Étant donné que sur l'île de Montréal, on a eu à peu près une croissance des ventes de 8 %, les secteurs de Laval, 21 %, Rive-Nord, 15 % d'augmentation, Rive-Sud, 17 % d'augmentation, Vaudreuil-Soulanges, 11 %, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est des niveaux records. Combien? 38 Ça, c'est quoi? C'est le turnover de toutes les ventes qui se font sur le marché? Exactement. Donc, ça veut dire que le marché, là, présentement... Ça change de main, beaucoup. Ça change de main, mais le marché est très dynamique parce que le niveau d'emploi est très dynamique. Parce que sur l'île de Montréal, les gens n'arrivent pas à trouver de propriété. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'île. Donc, les secteurs en périphérie sont en train d'exploser. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter juste sur l'île? Non. Vous avez une belle occasion, achetez partout. Mais ça reste que plus près de l'île de Montréal, mieux que ça va être. Vous pouvez aller acheter à Saint-Liboire, Drummondville, puis des endroits où, à Fernham, si vous voulez, où c'est relativement loin. Mais vous êtes trop loin. Partout où il va y avoir du terrain que c'est possible de pouvoir développer, votre valeur risque de stagner parce que le contracteur neuf va être capable de pouvoir vendre moins cher que votre usager. Sur l'île de Montréal, on ne peut pas faire de la construction neuve. Donc, automatiquement,
votre propriété n'a pas le choix de lever. Donc, ça, c'est un gros plus. Oui, intéressant, ça. Ici, vous voyez, sur le secteur du plateau, ouais. à l'intérieur de 5 ans, on a fait 30 d'augmentation dans la copropriété. Donc, bon, c'est du 6 par année. C'est énorme. Pour des plex, on parle de 40 à 50 d'augmentation. C'est 9 par année. Énorme encore une fois. Même. Donc, le marché est bon. Dans l'unifamilial, on est à 58 à 60 Donc, c'est 11 Donc, quand on regarde l'ensemble, sur le plateau Mont-Royal, ça a pris énormément de valeur. Oui. Pourquoi? À cause de la rareté. Exact. Mais la question, c'est que c'est pas comme ça dans tous les secteurs. Au niveau de la rentabilité, si on parle d'un investissement, oui, ça a pris de la valeur, mais la location, le coût que tu vas avoir de la location n'est pas autant intéressant que des unités comme dans le centre-ville où ils sont plus proximité. Parce qu'on s'entend, Plateau, Westmount, des places comme ça, souvent, le métro n'est pas à côté. C'est pas comme le centre-ville ou comme d'autres secteurs qui sont un peu plus jeunes, plus dynamiques. Exactement. C'est sûr que les secteurs qui sont dynamiques, c'est très intéressant de pouvoir investir. Mais les secteurs qui sont dynamiques sont très chers. Ça, c'est vrai. Donc, demain matin, on dit, tout le monde, de toute façon, on dit que le plateau, c'est cher. On regarde Outremont, Westmount, on ne regarde même pas parce que c'est très cher. Exact. Mais pourtant, ça va continuer à croître. Ça ne va pas diminuer. Donc, c'est juste que les autres secteurs vont lever aussi. Donc, c'est juste une question de positionnement. Puis après ça, de voir la capacité à chacun d'être capable de pouvoir payer. Mais moi, présentement, j'ai des investisseurs qui travaillent avec moi, puis ils se posent la question entre acheter dans le centre-ville à une propriété à 400 000 puis de le louer à peu près à 2 000 ou acheter dans le secteur de Rosemont à 300 000 puis de louer à 1 700, bien, c'est pratiquement mieux de louer dans le secteur de Rosemont. Exact. Donc, la question, c'est de savoir toujours les valeurs locatives. Puis souvent, les valeurs locatives sont très déphasées par rapport à la réalité parce qu'il y a des gens qui sont prêts quand même à payer beaucoup plus pour justement ne pas s'embarquer à avoir une responsabilité. Puis surtout avec l'immigration qui arrive à des périodes temporaires, transitoires, périodes de travail, 6 mois, 1 an. Eux autres, justement, ils ne sont pas prêts à s'acheter des meubles, ils ne sont pas prêts à signer des ententes d'achat. Donc, automatiquement, on est capable de pouvoir leur louer un petit peu plus cher. Puis je suis d'accord aussi pour dire que l'immigration, maintenant, si quelqu'un part, par exemple, d'Asie, puis qui s'en vient au Canada, si tu as le choix entre Vancouver, Toronto, Montréal, je veux dire, tu es déjà tellement loin de chez vous, surtout Toronto, Vancouver, Montréal, Vancouver, plutôt, tu es comme quasiment égal, c'est juste que c'est dans la même ligne, tu vas prendre le moins cher. Puis là, maintenant qu'on a Vancouver et Toronto qui ont mis des taxes aussi pour justement limiter l'investissement spéculatif, ça amène encore plus de marché à Montréal. Moi, je pense que ça fait juste du sens. La centrification dans les grands centres, en plus de l'immigration, en plus que nos deux gros compétiteurs, Toronto, Vancouver, sont diminués, ont repassé en bas de la barre moyenne du 1 million. Non, mais ça l'a repris. Hein. Ça l'a repris depuis ce temps-là? OK, bon, mais tant mieux. Mais je pense que ça, c'est bon aussi parce qu'on est encore beaucoup moins cher que ces secteurs-là, même si on est plus petit. L'économie du Québec, comme tu dis, va bien. Ensuite, on a l'immigration, puis les prix ne sont pas très chers. On trouve que c'est cher pour nous, historiquement, mais globalement, pour des grands centres, c'est pas très cher. Mais tu vois, le pourcentage, c'est 25 de notre argent qu'on calcule là, au niveau de notre endettement pour le ménage, pour l'habitation. Ici, au Canada, c'est 25 non, au Québec, c'est 25 puis à Toronto, c'est 30 Donc, ça veut dire que nous, de notre côté, on dépense beaucoup ces marges de crédit, les restaurants, parce que les gens sont presque autant endettés les deux. C'est juste qu'ils mettent plus sur l'hypothèque à Vancouver ou Toronto parce que justement, ils ont payé plus cher. Oui, exact. Mais ça prouve quand même un point, c'est qu'il y a de l'espace encore pour que les ménages puissent se permettre une hypothèque qui est un peu plus grande. Puis aussi, tu me parlais tout à l'heure de, justement, pour les gens qui veulent acheter, que ce soit du locatif ou même au personnel, il y a la possibilité d'avoir un produit sur 30 ans. Donc, les gens ont encore plus la possibilité d'avoir accès à une propriété qui coûte plus cher qu'avant. L'amortissement de 30 ans, la beauté, c'est qu'étant donné que les prix ont augmenté, ça permet justement de réduire le remboursement en capital sur une période donnée. Donc, ça donne un petit peu plus l'accessibilité, en autant qu'on a la condition 1 de donner 20 de mise de fonds. OK. Si on s'en va, disons, par exemple, on va aller dans un marché étranger, on va aller en Suisse, souvent, ils vont prendre des hypothèques, mais les propriétés sont tellement dispendieuses. Multigénérationnel. Exactement. Donc, on transfère l'hypothèque à un autre. Là, on est à du 30 ans. Tu viens au monde et tu as déjà une dette, Oui, mais au moins, on a quelque chose. Versus être locataire et tu n'as absolument rien, tu recommences. Donc, dans les faits, on a eu là, quelques années de l'amortissement de 40 ans, 30 ans, on a eu même des possibilités d'achat à 0 À un moment donné, ça avait disparu, ça, je pense. Hein? Oui, mais dans les faits, ce qu'on voulait, c'était permettre
faciliter l'endettement, mais d'un certain côté, il y a un effet pervers, c'est que si les gens ils vont sur trop long terme, c'est pas toujours bon. Puis aussi, on veut pas non plus qu'une personne de 55 ans prenne une hypothèque de 40 ans. Exactement. Donc, idéalement, c'était d'assouplir un petit peu plus le marché. On le resserre. On va peut-être revenir à ça avec les prix qui vont augmenter. Mais c'est fou, là, j'avais fait le calcul, puis il faudrait que je prenne le temps de le refaire à nouveau. Puis si toutefois vous écrivez, là, je pourrais vous répondre. Oui, mettre ça dans les commentaires. Une différence de 5 ans sur l'amortissement, là, j'étais à peu près à pas loin, à peu près de 50 $ le 100 000. Là. Donc, c'était... Presque pas de différence. Non, il y a une bonne différence parce que, disons, à 100 000, tu achètes une propriété de 500 000, c'est 250 $, de mois par mois. Par 100 000, c'est vrai. Ça crée, dans le fond, une possibilité, au lieu de faire une perte, d'arriver à break-even à zéro au niveau du seuil. Donc, tu ne fais pas de perte, tu ne fais pas de gain. Bon, au moins, ça se repaye. C'est ça. Puis, toi, de ton côté, tu es capable de pouvoir augmenter ta valeur locative à 3 % par année. Donc, tu vas être capable de pouvoir récupérer. Puis, si au pire, tu as de l'argent fui supplémentaire, tu t'organises de rembourser plus rapidement à la fin de l'année. Au lieu de payer de l'intérêt capital, tu payes juste ton capital. Donc, le 30 ans, sérieusement, c'est une belle porte ouverte pour le marché locatif actuellement, qui est quand même relativement élevé pour les prix de condos, qui permet justement de réduire le PMT, là, le paiement mensuel, pour vous permettre justement d'arriver à une rentabilité intéressante. Puis ça, moi, personnellement, je le vois que le 30 ans, si je suis capable de pouvoir rembourser sur 25 ans, puis je le mets sur 30 ans, je peux très bien garder mes mensualités de 25 ans. Puis à la limite, au lieu, par exemple, ça me coûte 1 500, je vais rembourser 1 700 $ comme c'était à mon 25 ans. Donc, je rembourse plus vite. Puis sur une période de 21 ans, j'ai remboursé toute ma dette au complet. Donc, puis si toutefois ça va moins bien, c'est pas grave, au lieu de payer le surprime de 250, je paye juste le montant que j'ai à payer. Tu as toujours l'équité que tu as mis au départ. Fait que dès le 20 %, le capital que tu vas rembourser pourra être utilisé parce qu'habituellement, les banques peuvent financer assez facilement jusqu'à du 80 %. Fait que tu peux aller récupérer ton équité pour X raisons. Là. Tout à fait. Ça peut être bien. Mais il faut avoir le 20 % Exactement. Quand même. D'autres statistiques intéressantes, parce que là, on a parlé des condos, on a parlé des unifamiliales, on a parlé beaucoup centre-ville, Outremont, Westmount. Est-ce que, toi, les plex que tu investis sont plus dans ces secteurs-là ou tu t'éloignes un petit peu plus de ça? Là, présentement, les prix sont sont élevés. Dans le fond, les multiplicateurs de revenus bruts et nets ne sont pas là. Idéalement, pour du multilogement, on va être plus dans les alentours. Idéalement, c'est entre du 16 à 18 fois si on arrive à trouver. Du semi-commercial, on peut être à du 14-15 fois. Ça, on est sur l'île de Montréal. Puis évidemment, ça dépend tout le temps des secteurs où on est. Oui, c'est ça. Je vais être avec des gros clients investisseurs, puis ils vont dire, Xavier, t'es malade de payer 17-18 fois. Mais attends, sur le plateau, on est à peu près à du 21-22 fois le revenu, puis ça se vend pareil. Donc là, la question, c'est comment on fait pour savoir si c'est une belle opportunité ou pas? Puis est-ce qu'on regarde uniquement le cash flow ou on regarde plus la valeur d'inflation qu'on est capable de pouvoir aller? Sur le plateau, si j'ai une augmentation de 9 % par année... Bien, c'est énorme. C'est du jamais vu, là. À 9 % par année, j'avais des 5 plex à 1,2 million. Ils sont rendus à 1,5 million un an après. Tu dis, c'est quoi ça? Mais ça, c'est de la belle argent. Donc, comment on est capable de pouvoir virer notre investissement, à savoir est-ce qu'on est mieux de s'éloigner pour avoir une meilleure valeur au livre ou on est mieux plutôt d'axer dans des endroits où les valeurs sont bonnes, donc comme Plateau, Westmount, Outremont, Rosemont, Hochelaga, Villeray, Sud-Ouest près du marché à Atwater. Dans le secteur Sud-Ouest, Pointe-Saint-Charles, il y a plein de propriétés où c'est vraiment pas cher. Le secteur, c'est le secteur ouvrier qui est en voie d'amélioration. Donc, ça peut valoir la peine d'aller acheter dans des secteurs comme ça. Le secteur de Ville-Marie, près du métro Frontenac, la municipalité donne des subventions de rénovation majeure jusqu'à 40 % d'augmentation sur la propriété. Ça veut dire que, disons, on parle d'une propriété qui est à 600 000, vous investissez 200 000, ils vont donner un pourcentage, il y a un montant maximal, mais ils peuvent vous redonner peut-être un chèque de 60 000 $ sur la valeur totale de vos travaux financés par la Ville. Évidemment, la Ville, ils vont récupérer sur les taxes. Les taxes, exactement. Mais vous, entre-temps, vous avez fait en réalité des travaux dans le but de bénéficier à vos locataires pour garder une stabilité ou à la limite, si les locataires quittent puis vous les avez rénovés, vous êtes capable de pouvoir amener un prix qui a du bon sens pour le locatif. Donc ça, c'est des secteurs. Puis ces secteurs-là où on va retrouver les rénovations majeures, c'est des secteurs plus en difficulté.
Donc, on va en avoir dans Hochelaga Maisonneuve, Ville-Marie dans le secteur Frontenac, on va en avoir dans le secteur Montréal-Nord, on va en avoir dans Mercier, Tétroville, Pointe-aux-Trembles, où que ça peut valoir la peine de pouvoir faire des investissements parce que justement, on a de l'argent supplémentaire. Il y a Réno Climat, Hydro-Québec. Oui, il y a d'autres subventions ailleurs aussi qu'on peut aller combiner ensemble. Tout à fait. Un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Donc, ça, c'est intéressant quand on veut justement prendre une propriété qui a peut-être des rénovations et là, on peut aller chercher de la plus-value après avoir fait le calcul total. Mais il faut bien évaluer les choses parce que des fois, quand on commence à rénover, il peut y avoir des belles surprises. Ben, c'est pour ça que, disons, pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire de l'investissement puis ils veulent un investissement simple, la copropriété, à mon avis, est pas mal l'option la plus simple. Parce qu'à partir du moment que vous achetez la copropriété, demain matin, vous pouvez la remettre en location tout de suite. C'est facile. Vous en avez 4-5. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre plex de 5 plex pour récupérer du cash flow. Vous pouvez juste en vendre un puis garder les 3 ou 4 autres qui sont faciles. Vous avez juste à les améliorer pour avoir une meilleure gamme de locataires qui est intéressant. Beaucoup moins de gestion. Pas de rénovation extérieure, parce qu'il y a une compagnie de gestion. Oui, il y a des frais de copropriété, mais ça coûte ça de façon à entretenir une propriété. Donc, ça ne change rien, puis c'est de plus en plus réglementé. Donc, moins du n'importe quoi, parce qu'il y en a eu, puis il y en a beaucoup d'Airbnb. D'ailleurs, il y a beaucoup de gros projets qui interdisent Airbnb. Fait qu'il faut faire attention si c'est votre but de bien faire votre due diligence, comme on dit. Bien sûr. Faire vos recherches pour être sûr de ne pas acheter un projet qui, finalement, tu es obligé de louer à long terme puis que tu n'es pas compétitif. Mais comme tu dis, en général, c'est peut-être pas nécessairement la classe d'actifs en immobilier où tu vas faire plus d'argent, mais ça va être le plus simple. Fait que si tu veux commencer, ça peut être une belle option. Mais tu vois, n'importe quel acheteur ou qui a pris une copropriété puis qui aimerait revendre, ben moi, en tant que professionnel puis investisseur, je leur dirais toujours, gardez-le. Gardez-le. Pourquoi vous voulez vendre? Vous allez payer des frais, des frais de vente, des frais d'achat. Puis dans les faits, si vous avez une belle valeur locative, gardez-le. Si vous avez une valeur de 250 000 puis dans 10 ans, ça vaut 350 000, c'est plus payant que d'investir dans votre REER. Parce qu'à la fin, cet argent-là, elle va être finie de payer dans 25 ans. Ça va être votre argent à vous. Puis si vous en avez acheté 2, mais tant mieux, un pour vous puis un pour votre conjoint ou votre conjointe. Ça fait 2 fonds de pension à 350 000 ou 400 000 chaque. C'est sûr. Mais je pense tout le temps qu'il faut être équilibré. Je ne dirais pas à quelqu'un d'aller retirer toutes ses REER, ses CELI pour acheter de l'immobilier, mais je pense qu'il faut faire les deux. Si vous avez de l'immobilier, encore là, votre pyramide financière, vous mettez de l'argent dans vos REER. Si vous avez des revenus imposables, vous avez un retour d'impôt. Le retour d'impôt, vous pouvez le mettre dans votre CELI. Vous pouvez par la suite investir dans l'immobilier. Ça prend un peu de tout. Puis je pense qu'effectivement, l'immobilier peut être un plan à long terme, des actifs que vous avez fini de payer, vous arrivez à votre retraite, vous avez un cash flow qui rentre parce que vous avez juste des frais minimes, vous n'avez plus d'hypothèque, ou vous vendez, vous prenez l'argent puis vous investissez dans quelque chose qui est peut-être qui vous demande moins de temps pour profiter de la vie. Mais tout est complémentaire. Tout est complémentaire. On a besoin de tout. Exact. Mais c'est facile, disons, à gérer. Puis je parlais avec un client qui avait un 25 logements, puis il me disait, il dit Xavier, il dit moi je vends, je suis rendu âgé, je suis fatigué, je suis tanné. Je dis, c'est parfait. Je dis, mais combien d'heures que vous passez dans votre immeuble? 25 locataires, tout ça. Puis il rapportait à peu près pas loin à peu près d'un 50-60 000 par année. Donc, il fait à peu près peut-être un 4 à 5 000 $ par mois. Il dit 11 heures. Donc, 11 heures pour faire 4 à 5 000 $ par mois. Retraité, c'est un bon petit fonds de pension qui est quand même pas pire. C'est vrai. Puis moi, en tant qu'investisseur, ben, c'est ça que j'essaie de me créer. Je me dis, si un jour, il m'arriverait quoi que ce soit au niveau de mon travail ou autre, ben, que je sois capable de pouvoir avoir des revenus récurrents qui proviennent de mon immeuble. Puis j'ai mes revenus de REER qui vont compenser ou mes polices d'assurance qui vont compenser. D'autres classes d'actifs. Exactement. Donc, c'est sur un ensemble sans dire que je suis obligé de liquider un ou liquider l'autre. Non, c'est ça. Il ne faut pas se mettre trop serré. Exactement. Ben, écoute, merci Xavier d'avoir partagé ton expérience d'investisseur, tes opinions aussi sur le marché. Je pense que les statistiques que tu as partagées aussi sont très intéressantes. Ça nous donne une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe. Alors, clairement, le marché est encore intéressant à Montréal. Si vous avez des questions à la maison, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et aussi, avant de terminer, il y avait un événement que tu voulais nous partager pour ceux et celles qui nous écoutent. Oui, il y a un événement qui s'en vient le 23 janvier entre 8h à midi au Casino de Montréal. C'est fait par la Chambre d'immeuble du Grand Montréal. C'est vraiment intéressant. Là. C'est ouvert à tout le monde. C'est sûr qu'il faut payer son entrée. C'est Fenêtre sur le marché immobilier. Donc, ça vous donne, dans le fond, les statistiques du marché 2019, perspective de 2020, marché locatif que je suis sûrement allé, il va sûrement avoir des bases de la conférence que je suis allé au mois de décembre. Donc, idéalement, ça va vous donner pas mal le topo général de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir? Puis moi, je suis convaincu à 100% que c'est le temps de rentrer dans le bateau, puis ça ne sera pas quand les gens vont dire que les prix vont être trop élevés. Oui, c'est
c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, vous avez l'information, vous irez voir en ligne, vous pourrez vous inscrire. Alors, merci encore, Xavier. Si vous avez aimé, un petit pouce, un petit partage, laissez vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.